Un constat, un combat. Dans un monde où une information chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, la revue libre de mai, partie 4. Bonsoir Flavie. Bonsoir Noah, comment vas-tu? Bien et toi? Bah bien, c'est la première fois qu'on fait une émission ensemble, c'est une nouveauté, c'est toujours bien les nouveautés. Effectivement, c'est peut-être la première. Ah, c'est Actuellement, sûr. on refait la partie 4 parce que la semaine dernière, il y a eu Ouais, quelques il y a eu des problèmes petits techniques problèmes. malheureusement. Ouais. Du coup, Mhm, on va traiter certains sujets un peu datés, enfin datés, à l'échelle d'une semaine mhm, et d'autres un peu plus récents. mhm. Donc, est-ce que tu peux nous faire la liste, s'il te plaît, des Alors, de sujets quoi qu'on va aborder? allons-nous parler aujourd'hui? Alors, un sujet totalement mineur, mais enfin comme ça, on sait bien de rentrer sur un sujet mineur dans le. Donc, c'est la condamnation de Stéphane Ravier. Tu en sais plus que moi parce que je ne suis pas très au courant, je n'ai pas suivi ça de près. Mais on va rentrer dans les sujets avec cette petite info mineure. Et puis, la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'on avait dit après? Alors, la mort de Marie-France Garot qu'on a traité la semaine dernière, mais je ne suis pas sûre qu'on nous a bien entendu. La mort du président iranien de la même façon. Puis l'Ukraine, un petit point sur l'Ukraine rapidement. Puis un petit point sur les européennes. Et puis des petits sujets comme ça. La mort quand même de Roberto Fico, euh, Non, Premier ministre. l'attentat à sa vie, il n'est pas mort Fico. La mort, excusez-moi, enfin l'attentat, oui. Il est dans un très mauvais état, hein, en fait, je ne sais pas. Fico, donc Premier ministre slovaque, Mmh. et le mari de Francesca Donato, députée italienne, députée européenne de nationalité italienne. Voilà, ça devient un peu violent. Et puis, si on a le temps, on parlera de l'adoption par le Sénat d'une loi qui encadre la transition de genre. Voilà, ça fait Et beaucoup de sujets. avant ces petits sujets sur, justement l'Union européenne qui seront en dernière partie, on Mm. abordera vite fait la question de la reconnaissance de l'État palestinien par, Oui. des pays de l'Union européenne et Mhm. l'opération qui a commencé à Rafah, menée par, l'armée israélienne. Ouais. Donc, comme tu l'as annoncé, Ouais. Stéphane Ravier a été condamné, aujourd'hui par le tribunal à, 6 mois de prison avec sursis et 1 an d'éligibilité pour prise illégale d'intérêt. Il a été condamné à une amende de, 10 000 €. Mm. Bon, c'est, heu, c'est pas grand-chose. Ce dont il est accusé, c'est, d'avoir, je résume, usé de ses relations, de son poids politique en tant que maire de secteur dans la ville de Marseille, en, à partir de 2015, pour faire que son fils, Thomas Ravier, ait accès à, un emploi dans le service des espaces verts de la commune. Et il est pas question d'embauche directe, tout ça, vu qu'il y avait, c'était sur CV, ce genre de choses. Mais lui, il se défend, d'avoir usé de son influence, tout ça, logique. Mais, l'accusation et le jury, les juges, ont estimé que non, il avait bien usé de son influence pour favoriser, la candidature de son fils, qui a fini par obtenir un emploi pérenne, enfin périn, heu, justement D'accord. dans ce secteur. Alors Mm. c'est vraiment quelque chose de très mineur, Mm. mais on est quand même sur une condamnation. Alors, bien évidemment, il va faire appel, il a annoncé, mais on est quand même sur une condamnation du seul élu, à ma connaissance, de Reconquête, donc il est sénateur, hein, heu donc voilà, c'est quand même une nouvelle qui mérite d'être partagée. Bon, on connaîtra pas Euh, le dénouement il est final avant, reconquête, hein, c'est ça, il n'est pas RN, il est reconquête, il tu vois. était RN avant, mais C'est il a ça, basculé Reconquête, en d'accord. 2022. Mm. Moi, ça me paraît quand même éminemment politique. C'est vrai que je crois que c'est une personnalité à Marseille qui Oui. doit être controversée, évidemment, qui doit être détestée, et qui, voilà, parce que bon, c'est pas du tout que je cherche à le défendre mais enfin, c'est totalement mineur par rapport
au niveau de corruption qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire que quand on a un poste cherché à aider ses enfants, à peu près tout le monde le fait. C'est pour un emploi de jardinier, tu m'as dit, quelque chose comme ça? Dans les espaces verts Ouais, enfin franchement, de la en fait, commune. c'est une non-information. C'est-à-dire que ça Oui, ah non, paraît mais dans la presse, bah, voilà, ça me paraît bah, juste. c'est une procédure judiciaire, c'est un jugement qui a été rendu. Il n'y a Mais alors, pas il y a eu une grand-chose à plainte. en dire. Qui s'est plaint de ça? Parce que s'il y a une procédure, d'où vient la plainte? Qui est le partie civile? Je ne sais pas, je n'ai pas vu, Bon, enfin, qui c'est pas avait, très attenté. Probablement quelqu'un de l'administration ou quelque chose comme ça, mmh. pour, enfin, peut-être qu'il y a effectivement un fond politique. Mais dans tous les cas, enfin, le jugement a été rendu, enfin, le jugement qui bien sûr ne sera pas appliqué, parce qu'il y aura appel. Donc on aura le fin mot de cette histoire peut-être d'ici quelques années, Est-ce quoi. qu'il y a eu une Mais bon, plainte contre, Gabriel Attal qui n'a jamais passé les diplômes qu'il prétend avoir eus et je crois qui a pas. bénéficié d'une équivalence, parce que je crois qu'il était ami avec la fille de Marisol Touraine pour rentrer au gouvernement. Enfin, un truc pareil. Je creuse jamais trop les sujets parce que mais ça me semble un peu plus grave, sur des diplômes qui n'en sont pas, pour quelqu'un qui est Premier ministre. Voilà, donc c'est toujours la géométrie variable. Oui, bah, effectivement, mais peut-être qu'il y a moins de C'est pas de exactement personnes pour oser. comparable. Ce que je veux dire, c'est que Oui, dans c'est ces pas les mêmes milieux-là, envergures. tout le monde cède, tout le monde se fait la courte échelle. Donc qu'un Oui. père essaye de trouver une place qui m'a l'air assez mineure, de jardinier, ça me semble pas très choquant, parce que dans ces cas-là, on va être derrière tout le monde. On va savoir, il suffit de parler à un dîner en ville, est-ce que tu peux prendre le CV de mon fils? Enfin, on peut pas faire cette chasse-là. D'abord parce que c'est pas très Non, mais intéressant. c'était dans le cadre d'un emploi public et c'est pour ça que C'était un emploi, mais est-ce que ça c'est gêne. un contrat ou c'est un vrai, ou Non, c'est un vrai, c'était contrat et du coup, maintenant je crois mmh, que Thomas Ravier est, fonctionnaire, fonctionnaire? du coup dans ce secteur. Ouais, bon, Bon, OK. il a été condamné lui aussi à une petite peine, enfin une petite amende dans ce cadre. Mais bon, Mmh. ne nous éternisons pas sur ce sujet Oui, on va pas s'éterniser. qui est éminemment mineur et qui Mmh. est un amuse-bouche. Voilà. Voilà. Parler des problèmes un peu plus graves, Mmh. que connaît entre autres la France. Nouvelle-Calédonie, c'est ça? Ah oui? Hem, c'est vrai que là, je sais pas, depuis une semaine, il y a des affrontements, mais est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, on va peut-être juste, faire un petit point sur ce qu'on comptait faire, déjà la semaine dernière avec Gauthier. Mmh. Heu, oui, la question que j'avais posée, que je trouvais intéressant par rapport à cette constitution de corps électoral, heu, c'est la question que pose Natacha Polony sur, sa chaîne, YouTube ou c'est son compte Twitter, de Marianne, qui est la suivante, c'est qu'est-ce qu'un corps électoral? Qu'est-ce qui constitue un corps électoral et qu'est-ce qu'un peuple? Puisque là, je pense que le cas calédonien pose la question de manière très, très intéressante, puisque, il y a une partie du corps électoral qui refuse, l'accès, au corps électoral à une autre partie. Et puis il y a toute la discussion aussi, sur la situation de ces territoires, enfin non, là c'est pas ex, mais sur les territoires français, euh, et donc sur la présence des Français de métropole sur les territoires qui en effet changent la donne et peuvent créer des conflits avec les populations Indigène, autochtones, autochtone, indigènes, autochtones, premières, quoi. Quelle est l'expression déjà? ouais, les peuples Premiers. premiers, Premiers, oui, voilà. c'est Et bah, alors, et donc c'était aussi des réflexions que se sont fait beaucoup de personnes. Si on défend les droits des peuples premiers en priorité sur la constitution d'un corps électoral, on peut poser la même question sur ce qui se passe en France, et c'est une question qui est évidemment taboue. Mais on ne nous sommes pas encore considérés comme un peuple premier. C'est peut-être... non, non, pas en France métropolitaine. Après, pour une petite remise en contexte, parce qu'on en parle, mais peut-être tout le monde ne voit pas ou a entendu que de très loin, les événements. La Nouvelle-Calédonie a un cas assez spécial dans les anciens territoires coloniaux, on va les appeler comme ça, heu,
parce que c'est un territoire qui a connu une immigration européenne assez importante. Ouais. De fait des ressources en nickel, je crois, assez importantes dans la région. L'immigration date des années 70-80, si je ne dis pas de bêtises. Et à partir de cette époque-là, les populations kanaks, donc indigènes, ont commencé à diminuer en proportion dans la population. On couple ça à des immigrés d'origine asiatique, donc des Vietnamiens, des Indonésiens, des Chinois. Et les populations natives, véritablement du territoire, se retrouvent en minorité. Il y a eu les violences qu'on a connues sous Mitterrand, avec Chirac en Premier ministre, qui avait dit que l'ordre était rétabli, qui avait fait un petit parallèle avec à Varsovie, l'ordre règne, ce que Mitterrand n'avait pas manqué de souligner, et qui a mené aux accords de Nouméa, donc prévoyant la tenue de 3 référendums. La population a beaucoup changé depuis. Oui, c'est ça. En fait, les accords qui ont été signés prévoyaient la tenue de 3 référendums sur l'autodétermination de Nouvelle-Calédonie, donc son indépendance, et restreignaient l'accès au vote d'une partie de la population. Entre autres, je crois que c'était les immigrés asiatiques et non pas les Européens. En Nouvelle-Calédonie, qui ne pouvaient pas voter. Oui, c'est là. Et là, il est question du vote de ces Européens-là. Justement, c'est pas que les Européens. Du coup, il y a eu les trois référendums qui ont été tenus. Ils ont été perdus par les indépendantistes, avec le dernier qui est la pierre d'achoppement, parce qu'il s'est tenu dans le cadre assez complexe de la pandémie de Covid-19, qui forcément n'a pas permis une tenue très standard, mais l'État a insisté pour le tenir quand même. Les indépendantistes ont dit non, les conditions ne sont pas normales, on doit reporter. L'État a dit non. Et du coup, le résultat, le référendum a quand même eu lieu. Les indépendantistes ont appelé au boycott, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un 96% en faveur du non pour l'indépendance, donc refus de l'indépendance, avec seulement 45%, je crois, du corps électoral. Bon, c'est une victoire écrasante, mais il faut voir, encore une fois, la participation. Et là, la raison de l'explosion... C'était quelle date, là, ce dont tu parles Le référendum, si je ne dis pas de bêtises, c'était au début de la pandémie Covid. C'était quand? C'était 2019, je crois. Peut-être 2019. Et là, la raison du des affrontements, c'est le changement, en fait, l'élargissement du corps électoral. Macron a fait en sorte que le statu quo est brisé, on va dire, mais ça peut se comprendre. Il veut faire une réforme constitutionnelle qui autorise les résidents depuis 10 ans sur le territoire néo-calédonien de participer au processus démocratique, électoraux. Ce que les Kanaks, pas tous les Kanaks, les Kanaks indépendantistes sont contre, parce que ça bouleverse vraiment tout, et ça condamne vraiment à court terme et même long terme les chances d'indépendance de Nouvelle-Calédonie. Ouais, ce qui est compréhensible. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on est quand même face à une volonté, alors ça peut être vu de différentes manières, une volonté d'élargissement démocratique, ce qui est toujours à saluer, mais on peut aussi faire une accusation de oui, mais c'est un remplacement de population quand même, c'est pas... C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, voilà, qu'est-ce qu'un vote, qu'est-ce qu'un corps électoral quand la population change de manière aussi drastique? Alors, les Kanaks sont toujours aujourd'hui majoritaires et représentent environ, je crois, 44% de la population. Les Européens, environ 35%, et le reste, ce sont les fameux Asiatiques. Ça peut basculer assez vite. C'est ça. En général, les Asiatiques ont tendance à voter comme les Européens. C'est ça le problème. C'est ça. Pas forcément les mêmes intérêts, d'ailleurs. Mais... Oui, mais ils ont tendance à être loyalistes, comme on le désigne là-bas. Donc, voter en faveur du maintien en France et de la métropole. C'était un imbroglio. Non, mais c'est un bon cas d'école, je pense, d'une réflexion sur... je
je me répète, sur le corps électoral. Oui, Heu, bah, tout à nous, fait, parce qu'on a un espèce de double discours, surtout mmh mh. tenu, pour nous, on le trouve marrant, par la Mmh. LFI, qui Ouais, parle des peuples premiers et tout ça, ouais. que c'est pas normal. Ils défendent les Kanaks, ce qui peut se comprendre, ce qui est Mmh logique, mh. Mmh. dans leur logiciel. Sauf qu'ils se retrouvent à tenir un discours que typiquement le RN ou Reconquête tiendra en France Ouais, ouais. métropolitaine. Mmh. Il y a D'où, une petite dissonance cognitive, voilà. mais on fait pas de hiérarchisation des races ou des ethnies, vous inquiétez Ouais. pas, non, non, certainement pas. Mais les Français, ils ont pas le droit d'être considérés comme peuple premier. Mmh. Qu'est-ce qu'un Français après tout, hein? Mais qu'est-ce qu'un Bah, Kanak? mmh. Heu, voilà quoi. Bah, un Kanak pour les filles, c'est très clair, c'est un Kanak ethniquement. Un Français, ça doit surtout pas l'être. Mais alors, évidemment, nous, on ne fait pas face au même problème aujourd'hui, mais à terme, en France et en Europe, si l'immigration continue à ce rythme où elle existe depuis, on peut au moins 2 décennies, enfin plus que 2 décennies, mais on va se limiter à ce qui se passe depuis le début de l'an 2000, le problème va se poser un jour. De toute façon, hein, c'est mécanique, on a déjà fait les calculs. Hem, donc Oui, quand c'est la population d'ici extra-européenne, je dis même, extra-européenne atteindra ce qui va arriver, les 50, heu, ce qui va arriver, je dis pas que c'est demain, je suis incapable de dire quand, mais si on bah, il me continue semble à que les estimations sont vers, 2050. ouais. 2100, c'est quasiment assuré que, Mmh. des, dans certains pays au moins, les populations d'origine extra-européenne deviendront majoritaires. Si Majoritaire, tu vois? Là, je parlais de 50 déjà, ce qui déjà oui, non, mais oui, majoritaire. mais majoritaire, Heu, si tu dépasses, oui, oui. majoritaire, c'est que tu es la plus grande partie. Mmh. Tu n'es pas forcément 50 plus 1. D'accord. Mmh. Mais ça va dépendre en fait, si la natalité reste la même, elle a tendance à se stabiliser en général chez les immigrés et descendants d'immigrés, mais le Mmh. problème, c'est le flux constant d'entrée. Ouais. C'est ça qui fait changer et les nouveaux immigrés, eh ben, eux ont un taux de natalité qui est supérieur, Mmh heu, mh. à la moyenne nationale et même aux immigrés, plus Ouais, anciens. ouais. Donc mais bon, on Alors n'est le pas là calcul pour qui a été parler fait de cette théorie, de cette théorie du grand d'extrême droite, remplacement. hein, du grand remplacement, Oui, mais de la mais en Nouvelle-Calédonie. fait, c'est marrant parce Il peut y que avoir des c'est une parallèles. théorie, qui se base sur des chiffres. Alors c'est pas une théorie idéologique, c'est juste de dire qu'à un moment, ce sera, le cas, donc ça peut pas être d'extrême droite, enfin, ou les faits sont Bah, d'extrême droite, elle est surtout défendue en son existence par par des ce qu'on gens qualifie de la droite, d'accord. droite Non, bien sûr, radicale. mais elle est défendue parce que ces gens-là s'en inquiètent et que les autres bon bref, on sait Oui, tout à pourquoi, on fait. va pas tourner C'est autour, une mais question de priorité résultat, politique. j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah bah, bien joué, Heu, bien joué. mais Mais et du mmh, coup, Emmanuel Macron a fait, un voyage en Nouvelle-Calédonie, mmh, où je crois qu'il a appelé au calme et tout ça. Il a mmh, parlé de déploiement de nouvelles forces et tout parce que ça a dégénéré en violence. Une mmh. partie radicaux alors, j'ai entendu des témoignages, il semblerait que ce soit surtout des jeunes, comme souvent, hein, des jeunes qui sont à l'origine de violences. Très jeune, Chez ouais, les très jeune. personnes qui font des blocages et Mmh. des manifestations, heu, c'est les revendications sont très diverses. Mmh mh. Ça va enfin, on aimerait avoir, mention, kanak sur nos cartes d'identité et nos passeports, voilà, éventuellement aux côtés de français, à, on veut l'indépendance totale de Nouvelle-Calédonie. Mmh mh. Donc ça va très raisonnable, voire tout à fait entendable, Mmh mh. à, Oui. un peu inacceptable pour l'État français. Mmh mh. Et le problème, c'est les violences et on est, d'après certains témoignages, sur des scènes de guerre civile là-bas. Les forces de l'ordre Mais c'est sont vrai que c'est un peu le terrées, même type de violence que nous, on a en métropole. Ce sont des jeunes de plus en plus jeunes qui, sous des revendications soit dit politiques, bah, en tout cas, profitent d'événements pour foutre le bordel. en profitent pour, effectuer des actes de ce qui s'apparente à des actes de délinquance pure, en fait. Du vandalisme, de la violence et du coup, on a les forces de l'ordre qui sont parquées dans leur enfin, dans leur commissariat à caserne, qui ne sortent que pour des cas Mmh. d'urgence et on a aussi en France, enfin en métropole, Marine Le Pen qui, appelle à un nouveau référendum. Mmh mh. Je crois, elle a dit un référendum d'ici 10 ans. Autrement dit, bon, Mmh mh. ça sert à rien et Ah elle ouais. aurait très bien pu se taire ou adopter comme, Ouais. Reconquête, la
Reconquête et les Républicains, je crois. Alors, Reconquête, c'est sûr. Les Républicains, je sais pas trop. Mais eux, ils ont droite typique, on va dire. Il y a le désordre. Nous, c'est l'ordre. Du coup, faut calmer. Faut calmer le tout. Faut calmer, oui, mais enfin, de toute façon, ça, c'est toujours mettre un peu le couvercle dessus, mais pas du tout régler le fond, parce que le fond est très compliqué à régler. La situation était condamnée à changer, en fait. Ça restait de fait, les accords de Nouméa créaient une espèce de déséquilibre démocratique entre une disproportion, un décalage entre la représentation démographique et la représentation démocratique. Donc Macron, pour une fois, je trouve, alors il a pris une décision pourrie, dans le sens où ça a fait péter, et parce qu'il aurait peut-être mieux pu s'y prendre, mais... J'imagine qu'il se doutait de ce qui allait se passer, il ne pouvait pas l'ignorer. Pour une fois, je balancerai pas toute sa décision à la poubelle, parce qu'elle se tient. Elle se tient, c'est un choix. Elle est critiquable, hein, bien sûr, mais c'est pas de la pure malveillance, je pense. Non, il n'y a pas toujours que de la malveillance, c'est maladresse. Oui. Contrairement à ce qu'on pourrait faire, on pourrait croire des fois. Bon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Par contre, je pense que c'est important de terminer sur l'aspect géopolitique aussi de cette crise, c'est-à-dire les indépendantistes kanaks, s'ils arrivent au bout de leur demande, qui peut tout à fait être donc entendable, seront aussi à la merci des grandes puissances de la région, qui évidemment ont les yeux rivés sur les réserves de nickel, entre autres, et sur un passage maritime très important autour de l'île. Et en effet, la Chine, l'Australie sont aux aguets. Oui, tout à fait. De toute façon, là, je ne m'attends pas à ce que l'administration Macron ne lâche la Nouvelle-Calédonie. Quand bien même on puisse dire qu'ils essayent de s'en débarrasser, je suis pas sûr qu'ils vont la lâcher comme ça, surtout que ça pète. À moins que Macron nous sorte une tentative de sortie de crise de derrière les fagots. Non, mais en fait, on va vous donner raison, et puis voilà. Ce qui serait très surprenant. Bon, pour l'instant, ça va pourrir un peu, on imagine, comme tout le reste. Oui, probablement, ouais. Ça va pourrir, ça va réprimer. Oui, techniquement, oui, ça va réprimer les violences, et puis on verra bien comment ça évoluera dans les semaines qui viennent. Donc ensuite... Alors, sujet suivant, c'était... Marie-France Garot, je crois. Marie-France Garot, les deux décès, donc d'abord celui de Marie-France Garot. Alors, Marie-France Garot, justement, Sarah Knafo a dit l'autre jour qu'elle était son... Sarah Knafo, je ne sais pas quel poste elle a à Reconquête, en fait, mais enfin, on sait qui elle est à Reconquête. Donc, pour Sarah Knafo et pour d'autres, je pense qu'elle est un peu un maître en matière de souverainisme. Elle n'a jamais dérogé à ses convictions, puisque depuis l'appel de Cochin, où Chirac était à un moment hospitalisé à Cochin, et de cet hôpital, il y a eu ce fameux appel de Cochin contre le fédéralisme européen, pour un retour à un souverainisme national, auquel Chirac a participé. Chirac était le poulain défendu par Marie-France Garot et Pierre Juillet contre Valéry Giscard d'Estaing, qui était pour le coup un fédéraliste assumé à l'époque. Et Chirac les a déçus par la suite. Et Marie-France Garot s'est retrouvée bien solitaire dans sa lutte souverainiste avec, je dirais, des grands personnages comme Philippe Seguin. C'était une figure quand même assez importante. Enfin, c'était pas l'une des dernières grosses figures du gaullisme, du gaullisme traditionnel, on va dire, du vieux gaullisme, du vieux gaullisme RPR, ce genre de choses. Elle tenait des discours qui aujourd'hui sur l'État, où elle considérait que typiquement, aujourd'hui la France n'existe plus. En théorie, parce que elle n'a plus le droit de battre monnaie. Oui, battre monnaie, émettre ses lois. Il y avait 4 points, je crois. Battre monnaie, émettre ses lois, les frontières, j'imagine. Oui, le contrôle des frontières, et je ne me souviens plus du reste. Mais sa conclusion était que, techniquement, on peut légitimement dire que la France n'existe plus. Bien sûr, c'est un peu provoquant. Oui, elle est très, je veux dire, c'est simple son analyse. Hein. Il y a 4 éléments qui vous permettent de vous dire souverain. La France
les a toutes cédées à l'Union européenne. Pas tout, Donc, pas tous, mais une partie au moins, ouais. ouais, une grande partie. Donc voilà, c'était après, elle avait. On peut la lire et évidemment son analyse va beaucoup plus loin que ça, mais c'était chaque fois qu'elle passait à la télévision, je me souviens des émissions, c'était toujours ces arguments massus puisqu'elle avait peu de temps pour s'exprimer. J'essaie de retrouver, mais on va pas avoir le temps maintenant. Bon, on invite les gens autrement à aller chercher Oui, et mettre l'extrait. battre monnaie, mettre les lois et il y a. Oh bah, vous tapez Marie-France Garot, France, Existence France. Je pense qu'avec ces mots-clés, ça devrait marcher. C'était une émission du soir, je crois, où c'est ça. C'était chez Frédéric Tadei, mais je pense qu'elle ne Ah, l'a t'as pas dit, dit que là. d'accord. Oui, c'est Ce soir ou jamais. D'accord. Je suis pas sûre qu'elle ne l'ait dit que là. Ouais. Oui, possible. Donc voilà, je sais qu'elle recevait beaucoup de jeunes souverainistes dans son appartement qui est Anatole France. C'était un petit peu comme ça, le sage, on peut dire la sage, des souverainistes. Et bon, elle est morte âgée. En fait, le problème, je crois, c'est que ça fait partie des gens qui ont, alors raison, hein, tout ça c'est discutable, hein, suivant les croyances, mais raison trop tôt. Je pense qu'à l'époque où elle tenait ses discours, c'était absolument inaudible. Même de personnes qui se sont ralliées aujourd'hui au souverainisme, à l'époque, c'était assez inaudible parce qu'on était dans la construction européenne, on était dans ce train-là et personne n'avait envie d'avoir un discours plus chagrin. Donc voilà. Mais je sais que pour ma mère, elle a toujours elle a toujours beaucoup admiré. C'est pourtant pas féministe chevronnée, ma mère, mais c'était son personnage politique préféré. Je pense pas qu'elle se disait à l'époque souverainiste pourtant, mais elle m'a toujours parlé de Marie-France Garot. Voilà. Bah, le franc-parler, franc-parler, pas de langue de bois, pléonasme. Pas de langue de bois, pas dans la séduction. Justement, elle cherchait pas à plaire. Elle a sans doute. C'est ce qui a dû lui coûter pas mal cher dans sa vie certainement politique. cher, et ça, c'est assez rare. Donc, il faut le saluer. Voilà. Ouais, effectivement. Bah, une sacrée dame, enfin, ouais. Ah, j'allais dire peut-être la dernière grande femme politique. Et de conviction surtout, c'est-à-dire on peut être certain, voilà, qu'elle prêchait lui au moins était. une femme de conviction, effectivement, ça c'est assuré. Alors, on passe à la mort de quelqu'un qui nous est beaucoup moins familier, puisque le président iranien, on entend peu parler du président, on entend que parler du. Je me trompe si je dis, c'est quoi, guide suprême? Quel est le. C'est le guide suprême. C'est ça. Donc, le président iranien. D'ailleurs, je cherche son nom, parce que j'ai une absence. C'était Reïs. Reïs, je crois. Attention, je trouve pas mon papier. Raïssi, je crois, non? Oui, quelque chose comme ça. C'est ça. Ebrahim Raïssi. Raïssi, voilà. Alors, accident d'hélicoptère. Alors, c'est vrai que dans cette période très troublée et vu la région d'où il vient, l'accident d'hélicoptère nous a tous cueillis un peu avec beaucoup de suspicion. Après, il paraît que toute l'aéronautique et spécifiquement les hélicoptères iraniens datent d'avant la Révolution, qui sont en piètre état, et qu'il y avait beaucoup de brouillard et de neige ce jour-là. Donc, voilà. Ouais, donc on est bien très probablement sûr de l'accident malheureux, même si, à première vue, on aurait pu quand même se dire, ça tombe quand même plutôt bien dans le contexte entre les tensions Iran-Israël. Ouais. Mais ça arrive. Et en plus, il est mort avec son ministre des Affaires étrangères, je crois. Ah, ça, on n'en a pas parlé. Je sais pas, ou alors c'est surtout le président. Mais le problème avec sa mort, c'est qu'il était surtout pressenti pour succéder à justement au guide suprême, Khamenei. Ah, ça, je n'ai pas lu ça. C'est intéressant que tu aies cette information, parce que je sais qu'il y avait qu'ils étaient très proches, hein, que c'était un duo assez. C'est ce que j'ai lu dans certains médias, justement, qui étaient pressentis pour lui succéder. Et que, de fait, il avait eu un parcours politique sans vague, modéré de l'aile radicale. Donc bon, voilà, tout est dit.
où il n'avait jamais vraiment dévié de la ligne, pas de la ligne traditionnelle de l'Iran, c'est-à-dire l'autoritarisme religieux. Mhm. Ça, de la République islamique, c'est un État complexe, l'Iran, mais c'était pas un personnage exceptionnel, c'était pas un réformateur. Non, c'était un administrateur, c'était un fonctionnaire. Oui, c'est Ouais. ça, un conservateur standard. Mm. Et il était plutôt pressenti pour justement succéder à Khamenei, qui a 85 ans, Mhm. lui, et qui est le véritable chef. L'Iran, c'est compliqué entre le guide suprême, qui est le gardien de la révolution, et le président de la République. Mm. Les pouvoirs sont pas très nets. Et il ne me semble pas que d'ailleurs qu'il avait l'appareil du parti avec lui, le président qui est mort. Ce qui fait qu'il n'a pas forcément pu vraiment agir durant ce mandat. Dans tous les cas, on va bien voir dans les semaines qui viennent comment est-ce que ça va se répercuter concrètement sur l'Iran. Il y a des nouvelles élections qui ont été annoncées. Fin juin. Donc il faudra voir qui sortira du lot. Bon, les réformateurs sont pas en très bonne posture, donc il y a peu d'espoir à avoir à ce côté-là. Mais on peut peut-être espérer, c'est un vœu pieux, mais une arrêtée de la montée de l'escalade entre Israël et Iran. Ça ferait du bien à la région. Bon. Bon, là, pour l'instant, on va pas faire trop de prospective, Oui. ce serait très, très hasardeux. On rappelle qu'il y a 4 otages français qui sont incarcérés toujours en Iran, je crois, depuis à peu près 2 ans. Des journalistes? Non, je crois pas. Des otages. Juste des pauvres touristes? Ouais, touristes, je sais pas, mais ce sont pas des journalistes. Ouais. Nous passons à dire juste quelques mots sur l'Ukraine. Oui, c'est ça, on se rapproche. Donc, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi l'actualité, en Ukraine, il y a eu donc, en plus de l'avancée lente des Russes sur à peu près tout le front, un nouveau front qui a été ouvert au niveau de la région de Kharkiv. Donc là où ils s'étaient fait gentiment repousser par une offensive mécanisée ukrainienne, une contre-offensive mécanisée ukrainienne, il y a plusieurs mois. Là, ils ont réouvert un nouveau front, et la situation a l'air plutôt stable. On a des bombardements classiques, c'est la guerre, hein. Notamment, tu avais évoqué un missile ou quelque chose comme ça qui était tombé dans la région de Lvov. Alors, je sais pas si c'est un missile, il y avait dans la région de Vilf ou Lvov, selon la façon dont on le prononce. Je sais jamais si c'est quoi la version polonaise ou la version ukrainienne. Donc, je crois que Lviv, c'est polonais. Ouais. Attends. Mais bon, c'était dans tombé un camp, sur un... j'ai compris que c'était sur un camp d'entraînement, en fait. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà, le front bouge, mais il bouge pas à toute allure, hein. On n'est pas sur la Seconde Guerre mondiale, on n'est pas sur le début de l'opération militaire spéciale, attention. Ouais. Et plus actuel et plus proche de nous, on a les propos de Macron qui n'excluent pas le fait d'autoriser les Ukrainiens à employer des armes fournies par l'Occident pour frapper des sites de lancement de missiles en territoire russe. Neutraliser des bases militaires. Alors, des bases militaires, hein, spécifiquement. Les bases militaires, d'où la Russie tire ses missiles contre le territoire ukrainien. Ouais. Avec des armes... Alors, ce qui est important, c'est donc avec l'utilisation d'armes occidentales. Voilà, donc c'est une position que ne partagent pas les États-Unis. Non, c'est intéressant, donc voilà, en roue libre. Même l'Allemagne, Olaf Scholz s'est montré beaucoup plus prudent. Oui, à un moment, il démontre... Tu as vu cette scène où il déplie une carte devant Olaf Scholz, qui a l'air un peu tétanisé? Non, j'ai pas vu. Mais je sais qu'il a parlé du fait que l'Ukraine avait le droit de se défendre. Donc bon, il est resté ambigu, évasif, sans prendre clairement position. Au moins Macron, quand bien même Macron contribue, on va dire, à l'escalade, dangereuse escalade potentielle. Il prend position. Mais il prend position. On peut pas lui retirer ça. Mais le problème, c'est que justement, Poutine a bien prévenu que bon, s'en prendre directement au territoire russe, ça pourrait être un peu dangereux. Surtout qu'il serait pas considéré que c'est forcément ukrainien, vu que ça impliquerait entre autres l'utilisation d'armes occidentales, formées par des occidentaux,
ceux qui les manient. Et bon, il a eu des menaces à demi-mot de feu nucléaire, disant, bon, je résume, hein, il y a beaucoup de petits pays en Europe où la population est très concentrée et dense. Ah oui? Il faut faire attention. Ah ouais? Bonne ambiance. Ah Bonne ouais. ambiance. Mais bon, c'est logique. Il y a une menace de frapper dans le territoire russe. C'est vrai que ce serait passé une nouvelle étape dans l'escalade du conflit. Mais bon, les Russes ont bon dos, quoi. Ils bombardent le territoire ukrainien. Ce serait logique pour les Ukrainiens qu'ils puissent se défendre là-dessus. Mais c'est vrai qu'on passerait une certaine escalade parce que pour l'instant, c'est pas vraiment le cas, à part quelques attaques de drones par-ci par-là. Et d'accord, parce que d'accord de discussion, d'accord de paix, il n'est jamais question, en tout cas chez Emmanuel Macron. Bah, il dit toujours que oui, on veut travailler à un dialogue et tout ça, mais bon, on n'en voit pas vraiment les fruits. Hein. Ouais, pour l'instant, il est question d'aider l'Ukraine à se défendre. Ce dont elle a besoin parce qu'elle recule. Elle recule lentement, certes, mais elle recule. Donc, Oui, mais est-ce qu'on va... Enfin, je veux dire, bon... Enfin, bon, de toute façon, on ne peut pas... Tout ça, il y a des multiples intérêts derrière, assez complexes, mais elle ne va pas... L'Ukraine ne va pas récupérer, je pense, les territoires qui ont été gagnés par la Russie. Donc, maintenant... C'est hautement improbable. Après, la question, c'est pour l'Ukraine de s'en sortir à moindre frais. Déjà que le pays est dévasté, dépeuplé, ça va être complexe. Mais que l'État ukrainien survive. Je pense que c'est ça le principal pour eux. En tout cas, les Ukrainiens n'ont plus envie de se battre, visiblement. Beaucoup cherchent à quitter le territoire puisque la conscription maintenant ne cesse de baisser en âge. Et ceux qui étaient, d'ailleurs, je connais des gens qui étaient quand même farouchement anti-russes, mais qui ne souhaitent pas que leurs enfants aillent se battre. Bah, voilà. Le problème, c'est que et ce qui est humain, mais... à moyen et long terme, la défaite est quasiment assurée quand on voit la comparaison des moyens. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la prospective et parler tant que ça. Restons dans l'actualité, parce que sinon on va partir dans tous les sens. Donc voilà pour l'Ukraine. Petit point vite fait, comme je l'avais évoqué, sur justement Palestine, Gaza, tout ça. On a eu récemment 3 pays de l'Union européenne qui ont reconnu l'existence de l'État palestinien, ou État de Palestine, hein, ça dépend comment on le nomme, qui sont la Norvège, l'Irlande et l'Espagne, avec la ministre des Affaires étrangères, je crois, ou ministre du Travail, je ne sais plus, espagnole, qui a repris le slogan du Hamas, rien que ça. La Palestine sera libre du Jourdain jusqu'à la mer, je crois, ou quelque chose comme ça. From the river to the sea, enfin. Ouais, voilà. Bon, je savais pas que que le gouvernement espagnol était pour la destruction de l'État d'Israël, mais bon. On va dire oui, tout ça, dans tous les sens, c'est un peu du grand n'importe quoi. Et puis, c'est surtout qu'on ne parle jamais de l'autorité palestinienne. Là, j'ai entendu que, éventuellement, Macron avait parlé avec Abbas. Oui. Mais alors, c'est un fantôme sorti de son cercueil. Bah, justement, l'État palestinien, c'est l'autorité palestinienne pour nous, parce que la France fait partie de ces pays. En fait, vous voulez savoir les pays qui ne reconnaissent pas d'État palestinien, basiquement, c'est que l'Occident. Le reste du monde, à exception de quelques pays, genre le Cameroun, l'Érythrée, le Somaliland, qui n'est pas un vrai pays, hein, qui est un pays sécessionné de la Somalie, et la Birmanie, hormis ces pays-là, c'est que l'Occident, Japon compris, qui ne reconnaît pas l'existence d'État palestinien. Et encore, il y a les anciens pays du bloc soviétique qui avaient reconnu l'État palestinien. Là, Macron, effectivement, tu avais évoqué ça, Macron a demandé des réformes à Abbas, donc qui est le patron du Fatah, le plus gros parti de l'OLP, et de fait dirigeant de l'autorité palestinienne, des réformes pour amener à la reconnaissance d'un État palestinien par la France. Parce que Sébastien Séjourné. Séjourné a dit que les conditions n'étaient pas optimales ou adaptées pour que la France ne reconnaisse l'existence d'un État palestinien. De toute façon, c'est du symbolisme. De fait, il y a une autorité palestinienne. C'est comme avec Taïwan. Il y a une autonomie politique de fait. Mais là, le contexte, c'est vrai que le contexte n'est pas le meilleur pour reconnaître un État palestinien.
avec ce qui se passe à Gaza et tout. Et donc, sur un terrain un peu plus militaire, on a justement l'armée israélienne, Tsahal, qui a commencé, je crois que c'est depuis quelques jours, une opération militaire à Rafah, donc dans la bande de Gaza au sud, pour justement finir de nettoyer le Hamas dans le coin. On est déjà, je crois, à 35 000, il me semble, morts civils depuis le début des opérations. Ça fait mal, ça va continuer de monter. Mais bon, Benyamin Netanyahou, sa coalition politique, tout ça, semblent bien décidés à aller jusqu'au bout des opérations. On peut les comprendre, mais on peut tout aussi bien les critiquer là-dessus, pour le désastre humanitaire que c'est, quoi. Oui, enfin, sachant qu'avec le Hamas, c'est inextricable, puisque c'est vrai que c'est un sac de nœuds pas possible. C'est pas une entité. Ce n'est pas ce que c'était. C'est une entité. Est-ce qu'on peut la qualifier de terroriste? De fait, elle est reconnue comme terroriste par beaucoup de pays. Ouais. Mais elle a une branche militaire, une branche politique. C'est comme l'OLP aujourd'hui. Et en fait, tout le monde a joué avec le feu, puisque on sait qu'Israël a favorisé la montée du Hamas justement pour aussi décrédibiliser la possible création d'un État palestinien. Donc, à participer en tout cas, puisque le financement du Hamas, par exemple, les camions de financement du Hamas par le Qatar passent par le sol israélien. C'est très, il y a beaucoup de choses assez. C'est toute la complexité de la position de Benyamin Netanyahou et de sa coalition du Likoud qui sont opposés, on va dire, à la solution à 2 États, ce qui est plutôt problématique dans la situation actuelle et qui justifie entre autres le jusqu'au boutisme militaire. Donc en fait, on a face à face deux entités qui veulent prendre toute la terre. Là, on en est là aujourd'hui. Avant, il y avait un semblant de. Il est surtout question de Gaza là, mais bon, c'est vrai qu'on a les problèmes des colonies en Cisjordanie. Et du côté israélien, première faute israélienne pour moi, c'est première faute. Je veux dire, c'est ce que je viens de mentionner, l'éventuelle instrumentalisation du Hamas par Netanyahou, qui n'est pas soutenu par tout le peuple israélien, il faut chaque fois le rappeler, même si il est élu, et les colonisations. Les colonisations en Cisjordanie qui sont, il suffit de regarder une carte, impressionnante. Oui. Mais les deux camps, sont fautifs et il n'y a personne qui est blanc, personne qui est noir. J'allais dire, c'est un ramassis d'ordures. Bon, le terme est peut-être fort, mais bon, il y a des morts civils, donc je pense qu'on peut. Ouais. De toute façon, c'est la guerre, c'est moche. Non, mais c'est une guerre idéologique qui est aussi qui est une guerre de territoire, une guerre idéologique au prix de massacres. Oui, c'est ça. Les premiers à pâtir de la guerre, de toute façon, ce sont toujours les civils. Même si ça ne nous concerne pas directement, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que quand on entend et on voit des vats en guerre, il faut faire attention. Parce que bon, la guerre, c'est sympa quand c'est les autres qui la font. Quand c'est nous, c'est pas la même chose. Mais bon. Voilà du coup pour le côté Proche-Orient, Israël, Palestine, Gaza. Donc, un petit point. Tu as, je crois, des petites actualités au niveau européen. Oui, je ne sais pas si tu as envie de commenter tous ces débats. Moi, je n'ai pas vraiment regardé en réalité, je regarde des petits bouts parce que je ne suis pas tellement capable de tenir un débat entier. J'ai dû voir la moitié du débat Bardella-Attal, que j'ai trouvé un peu consternant. J'aurais même du mal à retranscrire ce qui a été dit. Moi, je les ai trouvés assez copains, tous les deux. Il y a des images où ils se checkent un peu. Il y a un bon regard. C'est bon. Donc, que dire je ne sais pas si à la limite, j'ai rien à dire sur ce débat. Je ne sais pas si tu veux. Sur le débat Bardella-Attal, je ne l'ai pas regardé personnellement, mais il semblerait, ça dépend vraiment des camps. Certains trouvent que Attal a dominé Bardella, d'autres que c'est l'inverse. T'en as à l'intérieur du RN qui trouvent que Bardella n'a pas été suffisamment bon. Bon, de toute façon, c'est bonnet blanc. Bardella, c'est le président du RN, mais c'est pas lui, c'est la figure montante. Attal,
sa figure montante de la Macronie, la tronche de la figure montante. Ouais. C'est une des Bardella, pires. c'est une machine à slogan qui apprend bien ses fiches, qui parle bien et qui présente bien. Et moi, je trouve qu'il ne parle pas bien, enfin, parle pas mal, Ouais, mais qui présente il a bien. des Bon, attends, formules. on va pas faire d'attaque aux faciès, mais moi, je trouve qu'en termes de présentation, j'ai Bah, l'impression un stagiaire qui s'est teint les cheveux un peu en blanc pour se faire prendre. Ouais, je trouve ça effrayant. en Mais général. c'est intéressant, c'est un peu de discussion de café du commerce que je suis en train de faire. Mais c'est vrai qu'entre Attal et Valérie Ayé, la première fois que je l'ai entendu, moi, je ne savais pas d'où elle sortait. J'ai entendu une fois, je crois, en regardant une émission de plateau. Et tout d'un coup, j'entends cette voix. Je me dis, mais quelle est cette voix de crécelle? Je crois qu'elle était face à Marion Maréchal. Et elle lui expliquait que l'immigration n'avait pas changé depuis les années 30, ce qui est un argument de choc de la Macronie. Ouais. Bon. Et elle avait une voix, mais épouvantable. Je crois qu'on s'habitue à tout, malheureusement, on s'habitue même aux voix. Et voilà. Bah, pareil. Ouais, bah, justement, à propos de Valérie Ayé, sur l'autre débat, par contre, que lui, j'ai regardé au moins en partie, la majorité, je crois, sur avec les têtes de liste, les différentes têtes de liste. Donc, c'était chez LCI avec David Pujadas. Ouais. Donc, avec Bardella, Bellamy, l'écologiste, dont j'ai oublié le nom, Manon Aubry, Marion Maréchal Le Pen, le communiste. Il paraît que c'est que je mieux, vais il juste paraît que c'est appeler celui le qui s'en est communiste. mieux sorti, le petit Oui, jeune. Il est pas mal, hein. à mes yeux, oui. C'est Ouais. celui qui a tenu, qui a été le. Bah, il a été correct. Il a été l'une des rares personnes à pas couper la parole ou pas trop. C'était infernal. Ce sont des gamins, ils sont intenables. C'est horrible. À part Bellamy, c'est vrai que Bellamy, lui, s'est bien tenu Mais aussi. Bellamy se tient bien. Oui, Bellamy et Marion Maréchal s'est montrée très discrète en général Ouais. durant le débat. Mais on a eu ce passage triste où Bardella a répété ad nauseam à justement aux députés communistes, mais vous êtes communistes Ah oui, c'est en pathétique. 2024. Ouais. Oui, bon, c'est un exorcisme et puis il va arrêter d'être rouge. Oui, bon, incroyable. Et du coup, Ouais. tu as une partie de Twitter X qui s'est moqué de lui, à raison. À raison, très honnêtement, parce que c'était assez ridicule et triste. Mais du Bah, coup, c'est là où bah, on voit les limites du personnage. enfin, Peuvent créer ton temps, il est pas mauvais. mmh. Il doit être bien coaché, il est pas mauvais. Et puis c'est vrai que de temps en temps, on voit bien que dès qu'il est hors cadre, Oui. voilà, c'est comme c'est pas une marionnette, c'est exagéré, mais dès que c'est hors cadre, on sent Non, qu'il mais est grand monde, quoi. c'est un présentateur. Un Ouais. présentateur, c'est une image. C'est comme Macron, au moins au début, certains le comparaient à une marque de lessive. Ouais. Il présente bien. Mais lui, enfin, Macron présente quand même. Ça, c'est pareil, c'est du café du commerce, ça. Mais il présente quand même mieux qu'Attal. S'il y en a qui veulent élire sur un physique, bon, je peux comprendre Macron. Mais bon. Bref. Mais bon, bref. Hop, le café du commerce. Ce débat a été quand même peu intéressant parce que pour que ce soit le représentant communiste qui ait le discours le plus intéressant, il faut peut-être se poser des questions. Alors, pas d'offense envers les communistes, hein, mais bah, c'est lui qui avait tenu le discours à propos d'une souveraineté énergétique, pour le nucléaire, une certaine défiance vis-à-vis de l'Union européenne, les traités, le libéralisme européen classique, et la volonté de sabotage du modèle social français. C'est là où les communistes ont un discours plus sincère, plus de conviction que LFI, qui est rattrapé par C'est la ligne Roussel. son électoralisme. Bah, c'est la ligne Roussel qui est très paradoxale. En fait, il est opposé à Mélenchon. Il fait l'opposé de ce que fait Mélenchon, même s'il reste de fait à gauche. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à être pro-Palestine, typiquement, pro-immigration, ce genre de choses, un certain progressisme, mais sur des questions souveraineté nationale et tout ça, ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que l'immigration est toujours l'angle mort de ces gens-là, parce que s'il réécoutait les propos de Georges Marchais en disant que l'immigration est voulue par le grand capital, il serait un peu plus communiste. Mais ça, c'est vraiment un Mais les mentalités changent. Les mentalités changent, tu veux dire? Bah, les mentalités changent. À l'époque où Georges Marchais tenait ses propos, le RPR, dont l'équivalent aujourd'hui c'est les Républicains, avait un discours qui aujourd'hui c'est l'équivalent du Front National. Oui, bien sûr. Le Front National aujourd'hui a un programme au niveau de l'immigration qui est, je crois, plus doux que celui du RPR. Et de Alain Juppé, c'est ça qui était extraordinaire. Alain Juppé était très contre l'immigration. Non mais bref, les gens évoluent, les mentalités, les discours avec, et ça s'adoucit sur certains points parce que
Certains disent que la fenêtre d'Overton évolue, elle se réoriente à droite aujourd'hui, peut-être, C'est pas que mais c'est elle évolué, s'est ils ont évolué, ils n'ont pas eu le choix avec la construction européenne et qui oui, avait sur l'immigration un mandat très spécifique. mmh. Si tu voulais continuer à faire de la politique, même à droite, après les années 90, Bah, tu même à gardes un droite, discours il fallait dur ouvrir les frontières. tu gardes un discours dur, mais tu fais rien. Et justement, même à droite, puisque le discours, enfin c'est le MEDEF, le patronat français réclamait l'ouverture des frontières. Donc même à droite, ils se sont retrouvés coincés sur l'aspect Oui, oui. identitaire. Non, mais le côté dur, c'était pour justement draguer les électeurs de droite, pour l'ordre, contre la racaille, ce genre de truc. Bon, dans tous les cas, il y a rien qui a été fait. Sarkozy, la grande déception de la droite, hein, comme Mhm. beaucoup le disent. Ouais, campagne Grande ultra construction, identitaire. mais bon. Et je rappelle Ouais, c'est toujours le ça. secteur de Sarkozy, campagne ultra identitaire. Et moins d'1 an après son élection, il a fait un discours à Polytechnique dans lequel il disait à son audience que le multiculturalisme n'était pas un choix ni une option, c'était une obligation et que les méthodes pour le faire accepter seraient autoritaires s'il le fallait. Ce qui est quand même absolument dingue d'avoir fait accepter ça à L'aveu, Torah, auquel il avait dit l'année d'avant, Karcher et compagnie. Donc, ouais. et la droite n'a pas, et je crois que la droite était complètement tétanisée. Ce discours peut-être n'a pas été tellement écouté. Bah, c'était C'était à Polytechnique, c'était un peu. Mais là, c'est parce que on peut pas dire qu'ils ne disent pas les choses. À un moment, elles sont vraiment dites. oui, c'est vrai, il y a un certain, côté assumé. Mais bon, est-ce que donc, voilà pour les Oui, la non, petite juste digression sur les européennes. les Tu débats, voulais non, je voulais aborder, je juste crois, aussi Fico? oui, peut-être Heu, rapidement dire mmh, ce que j'avais. Non, Valérie Hayé qui nous dit que si la Russie gagne en Ukraine, nous serons aussi attaqués. Moi, je veux quand même mentionner le culot, quand même, qui est de faire peur aux Français et de créer comme ça un narratif sur des chars. Ça peut-être ça ramène à la vieille peur Mitterrand en des extrêmes 80, de les chars droite russes. qui avaient peur que les chars soviétiques arrivent en France avec l'élection de Mitterrand. Enfin, c'est quand même. J'ai même pas de mots pour qualifier ce genre de Bah, propos entre la bêtise crasse, la manipulation crasse. Je sais pas ce qu'il en pense. ce sont des craintes objectivement légitimes, je les partage pas et je pense que tu ne les partages pas non plus, Désolée. mais enfin les craintes sont surtout orientées vers les pays baltes et les minorités russes là-bas, le lien compliqué Mais qu'il y a quand entre elle dit nous, l'Ukraine elle avec la parle bien de la Russie. France déjà. Ou ah, est-ce qu'elle parlait de la France ou de l'Union européenne? Si elle parle de la France, c'est d'une stupidité crasse. Bah, Si elle elle dit parlait de nous, l'Union donc comme c'est européenne un ou de l'OTAN, débat en France, j'entends nous la France. Mais ceci dit, mmh, bon, moi je crois pas trop non plus à l'attaque des pays enfin, baltes. Mais bon, ou non, moi non plus, on va je ouvrir n'y ce crois pas débat. trop, mais c'est tout de même c'est une possibilité, une crainte, de certains, voire C'est une beaucoup. crainte qu'on peut plus justifier de façon géopolitique, Absolument. même si on creuse le débat, je pense qu'elle n'est pas justifiée. Les risques sont minimes. Mais après tout, moi je fais partie des gens qui croyaient qu'il y aurait, enfin, il n'allait rien se passer en Ukraine, hein. J'ai eu tort. Donc tout le monde peut se tromper. Euh, Et donc, non. ensuite, tu avais quelques autres petits sujets que tu voulais aborder avant qu'on conclue? Bon, alors on va s'arrêter peut-être là sur les débats, parce qu'en effet, il n'y a rien Mmh. de particulièrement. Oui, alors les autres petits sujets rapidement. Oui, la tentative d'assassinat contre. C'est Roberto Fico, je ne trouve jamais le prénom, pour pas aussi être Bah, approximatif. Oui, Roberto ouais, Fico en ouais. Slovaquie. Je ne sais pas dans quel état est le monsieur, euh, Enfin, il est mais pas mort, il n'est apparemment. pas mort. Euh, J'avais lu quelques informations sur l'épouse de l'assassin, éventuellement qui aurait été ukrainienne. Je sais, on n'a pas beaucoup de nouvelles informations Alors sur l'assassin, l'attaquant, l'attaquant. il n'est pas mort, attention. Le commandite, l'attaquant, pas le Oui, commanditaire. l'exécutant, bref, le terroriste, on peut même dire, hein, parce que bon, Ouais. pourquoi pas, hein. Mais ouais, ça avait l'air d'être un sacré personnage de ce que j'ai entendu, personnage un peu étrange, C'est à Fico ou qui non, l'attaquant. celui qui l'a attaqué. Oui, mais enfin ça, à la limite, ceux qui ont commis le geste, c'est souvent peut-être secondaire. Enfin, moi, je n'ai, comment dire, je n'ai pas du tout de conviction sur cette tentative d'assassinat-là, mais il y a aussi un autre assassinat, là, pour le coup, réussi, qui est celui du mari de Francesca Donato, qui est une Italienne députée européenne, notoirement anti-vax, anti-guerre. Et son mari a été assassiné dans sa voiture. À Naples?
Non, c'est à Palerme, enfin en Ah Sicile. si, en Sicile, c'est encore mieux. Ah bon? C'est On vrai va qu'on jouer peut avec cliché. mmh, ouais. Oh là là, pauvre. Mmh. Mais du coup, il y a, enfin, il y a des éléments d'enquête pour l'instant où j'imagine que c'est tout frais, donc ça doit Non, pas. c'est trop Mmh. frais. Le premier ministre géorgien dit avoir reçu des menaces de la part du commissaire à l'élargissement de l'UE. Pareil, alors évidemment, ce commissaire a répondu que c'était hors contexte, cette phrase était bon, ce qui est toujours une réponse un peu Ah ça se faible. renvoie la balle, Voilà. Mais vous bon, il y a une méchant, non je vous pense méchant. que je constate juste une montée de violence quand même, Oui. je dirais, Bah, c'est symptomatique d'une certaine tension générale, hein. ouais. Là, ça chauffe de plus en plus un peu partout, en Europe et au Moyen-Orient surtout, mais en Ouais. Asie aussi, dans une moindre mesure. Ouais, ouais. Donc c'est une ambiance qui se dégrade, et qui devient poliment merdique, Mmh. on va dire. Ouais. Pour terminer, oui, alors on a été très bref sur les européennes. Je pense que, on fera l'émission de la semaine prochaine. On expliquera peut-être un peu plus aux auditeurs ce qui est en jeu, combien de députés on va élire, hein, à peu près 720. Mmh. On n'a pas le temps ce soir, mais on y reviendra la semaine prochaine. Et je voulais juste terminer, sur le Sénat qui a, heu, validé une loi sur l'encadrement de la transition de genre. Voilà, je suis peut-être un peu approximative dans les termes. Alors évidemment, qui a été, fustigée par les associations et la gauche, sachant que, Ah, on c'est peut donc une loi restrictive? oui, c'est une loi restrictive et il faut savoir qu'en Angleterre, on commence à y revenir largement sur les transitions de genre, puisqu'il y a eu des excès, heu, absolument énormes et cette fameuse clinique Tavistock, qui a été, fermée. Donc Et qu'est-ce qu'elle nous dit sommes brièvement, peut-être cette loi qui a été passée au Sénat? alors, je vais ouvrir quand même ma petite page parce que là, malgré l'opposition donc du gouvernement, le Sénat encadre les transitions de genre. Donc c'est une offensive transphobe, selon, de nombreux commentateurs. En Oui, fait, mais c'est bon, les appréciations, ce qu'on veut, c'est des oui, faits. Qu'est-ce que oui, oui, non, dit bien qu'est-ce sûr. que Non, dit mais en la fait, loi? elle prévoit de l'encadrement, je pense, des transitions, enfin des actes chirurgicaux et des traitements hormonaux, avant 18 ans, hein. Mmh. L'interdiction pour les mineurs des traitements hormonaux ou donc je me répète, des opérations de chirurgie comme la torsoplastie, donc l'ablation des seins, et le contrôle strict des prescriptions de bloqueurs de puberté, qui permettent de suspendre le développement des caractères sexuels. Donc tout ça pour les mineurs, voilà, ce qui semble très raisonnable parce que, Oui, sachant que c'est c'était déjà encadré, je crois, fallait déjà des avis médicaux et tout ça pour faire ces trucs. ouais. Peut-être que je me trompe, Oui, mais encadré. Après, quand vous avez des médecins qui sont à fond pour, les oui, avis, c'est ça. Mais, voilà. bah, c'est on va dire, c'est une bonne chose, après, enfin, si l'enfant en a réellement besoin pour son bien-être, il y a pas de raison que ce soit mauvais. Non, mais alors justement, ce Noah, qui bon, pour être assez, rapide parce qu'on n'a plus beaucoup de Oui, temps sur oui. ce sujet-là. Hem, heu, comment dire? Ce que je c'est que l'enfant, a priori jusqu'à 18 ans, s'il y a une majorité qui a été, c'est que l'enfant avant 18 ans n'est pas en mesure, heu, d'être en toute, Oui, comment dire? oui, Connaissance de je cause, vois ce que tu décider veux pour dire. lui-même. L'enfant, il est soumis à beaucoup d'influences à l'école, et aujourd'hui à l'influence, aussi de promoteurs du changement de genre. Qu'un enfant soit en dysphorie de genre et que ça soit très installé, que ça continue après ses 18 ans ça on peut le prendre en compte, sachant que, ça concerne, une minorité en fait. Ouais, Je absolument. crois que la vraie dysphorie de genre, celle qui n'est pas complètement imposée par l'extérieur, par la mode, par les réseaux sociaux, ça pourrait constituer à peu près 600 personnes en France. Alors, on ne nie pas que ça Si existe. peu. Alors, je sais pas à quel point les chiffres sont bons, hein. Moi, je nie absolument pas que ça existe. Je fais référence, au débat qui n'en était pas un, de Marion Maréchal face, à Sonia De Villers de France Inter, où, chacun était dans son corner et que c'était assez lamentable. Et c'est vrai que je suis pas sûre que Marion Maréchal a répondu,
de la façon que j'aurais jugé appropriée, c'est-à-dire de ne pas nier que ça existe, mais de bien préciser que c'est une minorité. Et que l'adolescent étant un être extrêmement influençable, ce qu'il faut absolument éviter, c'est la propagande dans les écoles, et Bah, par exemple, et aussi de faire la différence entre, ça c'est quelque chose qui n'est pas débattable aujourd'hui, entre ce que l'enfant va décider, même un adulte d'ailleurs, et ce qu'il décide parce que son cerveau n'est pas encore complètement formé. Il y a encore de multiples voies pour atteindre le cerveau d'un adolescent, pour Bref, c'est l'influence. c'est une question qui est extrêmement tendue et c'est toute la problématique justement tous les arguments des gens qui sont pour un encadrement, qui sont pour une certaine restriction de tout cela parce que, eh ben, la meilleure période pour faire ce genre de choses, c'est l'adolescence, sauf que l'adolescence, c'est la période la plus instable Oui, alors de c'est la là, c'est construction de pour quelqu'un. là que en effet, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de suicides d'adolescents qui regrettent, qui le vivent après très, très mal. Quand vous voyez très concrètement les images de enfin, ce qu'on peut appeler mutilation ou pas, mais de jeunes filles, qui ont moi j'ai vu des images, hein, d'ablation des seins et de jeunes filles qui donc maintenant ont des torses qui se développent, avec les traitements hormonaux. Heu, c'est Ah, pas anodin et oui, effectivement. Mais bon, il y a on va pas trop s'étaler sur le non. sujet, hein. Non, mais je voulais parler de cette loi. En tout cas, il y Mmh. a un frein. Et, Ouais. voilà. Et il ne s'agit pas de rétablir, comme disait Sonia De Villers, des théories pétainistes sur la famille, puisque c'était son argument d'autorité. Ah oui, Que la pas mal. famille, papa, maman, enfant, c'était pétainiste, et d'autant plus, oui, elle précisait, famille chrétienne, ce serait pétainiste. Alors que je crois que le pétainiste était plutôt laïque, si je me Non, je ça s'appuyait pas mal sur la religion et les valeurs oui. traditionnelles. Mais bref, on n'est pas là pour parler du À la limite, pétainisme, pour tout ça, et c'est pas débat. Mais c'était l'argument d'autorité de France Inter. ouais, des arguments très Mmh. fallacieux, Mmh. mais bref, voilà. Donc, bah, c'est tout pour l'actualité, de cette revue libre. Merci beaucoup Flavie Bah, merci Noah. et merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à ceux qui nous regarderont et bien nous vous disons, bonne journée, ou bonne soirée, pour ceux qui nous regardent en Bonne direct. nuit. Et oui et bonne nuit effectivement. Allez, au revoir. Dans la dysphorie des dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans une société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.